Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog qui devrait être un peu moins long que d'habitude parce que j'ai vu moins de choses, enfin j'ai noté moins de choses en tout cas parmi ce que j'ai vu depuis le précédent. Je vous épargne de surfeurs dont j'ai fait une vidéo hier, donc si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu, c'est toujours possible évidemment. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu Mr. Wolf 2 sur Prime Video. Moi j'avais beaucoup aimé le premier volet. Qui a une dizaine d'années, 10 ans je crois, 11 ans peut-être même. Et là je dois dire que j'ai énormément apprécié, un peu moins intéressant j'ai envie de dire que le premier film de mon point de vue, mais il y a tellement de choses cool dans celui-ci également, au final j'ai vraiment bien aimé, notamment le fait que dans celui-ci on passe beaucoup de temps sur la relation des deux frères entre Ben Affleck et Jon Bernthal. Jon Bernthal d'ailleurs que je trouve absolument génial. Il y a pas mal de moments où je trouve il vole totalement la vedette à Ben Affleck. Voilà, il a des scènes énormes quoi, et même les répliques c'est absolument parfait. L'intrigue alors en fait ça m'a fait penser à un comme si ça pouvait être le pilote d'une série, quoi, avec des enquêtes et tout, vraiment. Hein. Parce que bah là, voilà, ils sont sur une affaire et il y a toute une enquête. Donc, bref, c'est pas en cela, je veux dire que c'est peut-être moins intense que le premier film, en effet. Mais très très bon moment passé devant, une très belle surprise. J'ai trouvé à titre tout à fait personnel que Ben Affleck avait une drôle de tête. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais tu vois, au début, je me suis dit, tu sais, je sais pas, il est bizarre, il y a un truc bizarre avec son visage, quoi. Mais bon, après, on s'y fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu le documentaire sur HBO Max sur Cherry Papini, une folle dingue qui a fait croire à son enlèvement. Enfin, a-t-elle vraiment fait croire à son enlèvement ou a-t-elle vraiment été enlevée? Une affaire qui a fait énormément de bruit, moi-même j'en avais entendu parler, et qui n'a toujours pas vraiment été tirée au clair. Alors, factuellement, elle a menti, enfin, voilà, elle n'a pas été enlevée, hein, c'est ce que la justice a conclu, donc voilà, donc la personne, par exemple, qu'elle accuse de l'avoir enlevée, n'a jamais été inquiétée, et c'est vrai que tout le long du documentaire, qui est très 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 complet, on va, voilà, pendant toute la première partie, un peu hésiter, puis il y a trop de choses qui vont pas chez cette femme, vraiment. Donc voilà, c'était pas malaisant parce que c'est passionnant, tout simplement. Mais c'est parce que plus c'est un documentaire sur la mythomanie et la nature humaine que sur le kidnapping et la torture, etc. Après, il y a des choses un peu étranges quand même où le docu apporte pas réellement de réponse et bon, c'est chelou quoi, c'est chelou. En tout cas, c'est très 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 intéressant. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai vu également le documentaire sur les premières années de la carrière de Madonna, donc ça s'appelle Becoming Madonna, et même si j'ai beaucoup aimé, j'ai été un peu frustré, je le dis d'entrée de jeu. On a beaucoup de témoignages donc sur vraiment l'arrivée de Madonna à New York, ses premières rencontres, son caractère déjà bien spécifique à cette époque-là, et puis le succès qui arrive quand même extrêmement rapidement. Les premières années, donc je crois que ça s'arrête à la sortie du livre Sexe et le divorce avec Sean Penn. Donc on est très loin de parcourir toute la carrière de Madonna, mais d'abord ça nécessiterait plus d'un seul docu. Du coup, ça permet quand même d'être très complet sur les tout débuts. Mon reproche, j'en ai un seul en fait, c'est que c'est tellement complet, tellement riche d'anecdotes sur vraiment les premiers mois à New York, les tout débuts, que moi je me disais j'ai hâte de voir la conception de ces premiers albums qui ont marqué l'histoire, enfin voilà, comment c'est fait, Like a Virgin, tout ça quoi, et pas du tout. Mais alors s'en battent les steaks. Donc on passe vraiment de ouais, elle envoyait ses bandes au DJ pour qu'on passe Borderline, etc., des trucs comme ça. Et tout d'un coup on la voit au Ward machin faire Like a Virgin numéro 1 aux États-Unis. What? Enfin voilà. Donc moi j'aurais aimé voir comment ces chansons se sont faites, comment elles ont été sélectionnées, comment s'est passé
la création de ce disque, même avec le label, enfin ça on n'en parle pas du tout, c'est même à peine survolé quoi, mais vraiment même pas. Ouais. Donc voilà, et idem pour les albums, enfin pareil, hein, des albums pourtant qui ont marqué énormément les années 80, ça non, on va passer directement à un clip un peu choc ou des trucs comme ça. Néanmoins, tout le contenu est très intéressant. Il y a un portrait aussi, voilà, de l'Amérique des années 80. Ça parle évidemment beaucoup du rôle de la femme dans l'industrie musicale, passé un certain level, quoi. Parce qu'au début c'est assez mignon. On dit ouais, ce serait la prochaine Blondie ou enfin Debbie Harry ou la prochaine Pat Benatar. Et puis bon, en fait, elle a tellement été plus haut que ces deux personnes en termes de succès, mais voilà, donc ça va pas mal parler de la misogynie, enfin de plein de trucs tout à fait intéressants, surtout à l'époque, et des procès qu'on lui a fait parce que c'était une nana et que très vite elle a développé une image qui était pas du tout sage, quoi. Voilà, du coup c'est pas passé, quoi. Et je vais conclure avec deux films que vous m'aviez recommandés dans le précédent JDV. Borgman, donc j'ai vu enfin, et qui m'a laissé totalement sur le carreau. Alors j'ai vu que je suis pas le seul, hein. C'est vraiment tout ou rien avec ce film. En gros, on suit un type qui va s'incruster dans une maison, enfin une belle villa, hein, d'un couple qui va pas très bien, mais qui est assez fortuné. Quels sont ses motifs? La façon dont il se comporte est très étrange. Il semble plus ou moins séduire la femme d'abord. Et puis voilà, bon, je vais pas spoiler évidemment. C'est très beau, c'est très bien joué. Le casting est dingue, hein, mais c'est très arty, très abstrait, totalement A24 avant l'heure. Enfin, je sais pas de quand ça date, mais bref, enfin avant que ce soit la mode. Mais on te laisse te poser, enfin le film pose énormément de questions, mais de base, hein, voilà, pas des trucs où tu cherches la petite bête, des trucs hyper importants, et volontairement ne te donne aucune réponse. Alors parfois moi j'aime bien les films comme ça, mais là c'est trop. C'est-à-dire que là c'est trop, c'est-à-dire que tu bites que dalle, et quand ça se termine, t'as bité que dalle. Enfin, moi je me suis dit peut-être c'est un soir où j'étais con. Du coup, j'ai regardé sur internet et j'ai vu que, en fait, non, il n'y a même pas de truc du genre la fin expliquée et tout. Enfin, les trucs qui expliquent la fin, ils expliquent qu'en fait, il n'y a rien à expliquer parce que c'est comme ça. Et voilà, du coup, ça m'a complètement déçu parce que, enfin, je suis content de l'avoir vu parce que c'est vraiment, c'est un truc XP, quoi. Mais tout ça pour ça, quoi. C'est vraiment ce que je me suis dit au final. Donc, ça m'a complètement laissé sur le bas-côté au niveau voilà, de la satisfaction. Mais bon, peut-être que ça vous plaira. Enfin, c'est un ovni, vraiment. Et j'ai vu également, oui, vous m'aviez également conseillé Bellflower. J'ai d'ailleurs pas... Enfin si, j'ai compris pourquoi on appelait ça Bellflower, mais moi j'avoue que je l'aurais appelé Medusa, parce que bon... Tout petit film qui avait fait plein de festivals, moi je n'en avais même pas entendu parler, j'ai vu qu'il a eu pas mal de prix, notamment un prix d'ailleurs qui récompense les œuvres cinématographiques qui ont coûté moins de 500 000 $. Quand j'ai vu que ce film avait coûté moins de 500 000 $, waouh, j'étais impressionné parce que ça se voit pas, mais vraiment pas. Et là, là j'ai beaucoup aimé. Et là, vrai coup de cœur. C'est pas exemple de défaut évidemment, mais voilà, c'est écrit, réalisé par l'acteur principal. Enfin, vous voyez, voilà, c'est vraiment un truc de passionné, tout petit budget, comme je vous ai dit. La maîtrise de la réal, elle est dingue. Il y a des scènes magnifiques, ça joue ultra bien, mais alors pareil, hein, là, tous, j'ai beaucoup apprécié le ton. Donc on suit deux jeunes un peu paumés, c'est aux États-Unis que ça se passe, je crois pas très loin du Texas. Ils ont donc c'est l'amitié d'une vie, hein, visiblement. Ils ont en projet la conception d'engins, enfin une bagnole notamment, c'est ça qui s'appelle Medusa, et une sorte de lance-flammes qui sont des hommages directs inspirés de Mad Max dont ils sont obsédés. À côté de ça, c'est vraiment des gamins, enfin voilà, on sent, ils vivent comme des ados attardés, dans des lieux dégueulasses avec les canettes par terre, enfin vous imaginez. Et l'un d'eux va tomber amoureux. Et ça va, voilà, ça va les pousser à vivre beaucoup de choses émotionnellement qui sont extrêmement bien développées. J'ai vraiment énormément aimé le film. Et la fin est
assez remarquable, j'ai trouvé. Elle est très belle, une très très belle fin, très émouvante, mais pas émouvante niaise. Hein. Donc merci infiniment à vous. Voilà pour ces deux recos, même si la première, ouais, c'est vrai que j'ai vraiment pas kiffé, mais je suis très content de l'avoir vu et j'étais étonné par en avoir entendu parler, d'autant que visiblement c'est assez culte. Bellflower, vraiment magnifique, magnifique. Ça donne très envie d'ailleurs de voir ce que va faire ce mec. Par la suite, j'ai vu, je crois, sur Wikipédia qu'il a 2 projets depuis Bellflower, mais qui ne sont pas encore sortis. Et je vais enchaîner avec les questions reçues. Non, avant, je vais vous montrer les achats récents, parce que j'ai reçu quelques trucs. Alors d'abord, ça parlera à presque personne, mais pas personne, quand même, il y en a quand même quelques-uns à qui ça parlera. Il s'agit du 45 € édition limitée de Faster Pussycat Like a Ghost, qui est sorti il y a 2 ans, un truc comme ça. Une chanson que je vénère, que j'ai dû écouter 1000 fois depuis sa sortie, tranquille. Et alors là, le disque, il est trop beau. C'est pour ça que je l'ai pris. Hop. Je vous le montre un peu mieux. Il est bleu azur, cyan, enfin couleur océan, absolument magnifique. Hop, vous voyez mieux. Vient d'Australie. Ça fait un petit peu de chemin. Alors ça vient pas d'Australie, ça vient de Paris. Mais j'ai racheté, l'album de Michel Polnareff. Voilà, si vous avez vu mes JDV précédents, vous savez que j'ai adoré cet album. Et je voulais absolument l'édition limitée en vinyle transparent parce que je le trouve trop beau. Et voilà, moi j'avais l'édition normale qui paradoxalement est assez rare. J'ai l'impression qu'ils ont fait plus de picture disc classiques que de versions, enfin picture disc, je veux dire noir avec des paillettes et tout comme ça, que le vinyle sobre normal. Voilà. Et bon, celui-ci il était très difficile à trouver. Putain, voilà. Et comme vous voyez, voilà, il est totalement transparent. Super bel objet. Donc j'étais ravi. Voilà, vraiment difficile de le trouver celui-là, j'ai l'impression qu'il en reste vraiment plus beaucoup. Et enfin, last but not least, le vinyle de Angeline, Driven to Fantasy. Elle m'avait donné à l'époque la cassette de cet album, sorti en 85. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes 17 ans aux États-Unis où je parle de ma rencontre avec Angeline, voilà, je vous invite à la visionner. J'avais fait également une vidéo sur la mini-série Angeline qui est sortie chez Peacock il y a 2 ans, 3 ans et qui est génial. J'ai adoré. D'ailleurs, c'est un de mes coups de cœur de cette année-là. Donc, bref, ils ont réédité l'album dans une version absolument magistrale. Je vous le montre, je vais vous le sortir, hop. C'est rose, mais alors rose qui pète de ouf. Voilà, là, ouais, là vous voyez mieux. Et il y a avec un petit poster. Donc d'un côté c'est les textes, voilà, tous les textes. Et de l'autre, il faudrait que je le mette sous verre derrière moi, ce serait trop bien. L'affiche, enfin le billboard, quoi, le visuel du tout premier billboard de 84 je crois, ou 85, je ne sais plus, à Los Angeles, qui est devenu depuis ultra iconique. Et voilà, ce serait bien que je réussisse à le mettre au mur. Et j'enchaîne immédiatement avec les questions reçues. Ton avis sur la bande-annonce du Dracula de Luc Besson? Alors je l'ai vu. Et je dois saluer ce qui s'annonce comme une fidèle adaptation du Dracula de Coppola en téléfilm. C'est un exercice de style périlleux, doublé d'ailleurs d'un hommage au Nosferatu de Eggers, là, avec l'affiche c'est complètement un duplicata. Mais que se passe-t-il? Rien ne va, pour l'instant franchement, mais rien ne va. Après, ça a l'air... Enfin, je comprends pas. C'est vraiment le tout que tu regardes, tu dis, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc je ne sais pas, ce qui est certain c'est que ça sent pas bon du tout. Bref, que dire de plus? Je suis tombé par hasard sur une intégrale des Contes de la Crypte, c'est dingue le nombre de stars qui ont tourné dans ces shorts horrifiques. As-tu déjà fait une rétrospective? Quel est ton top 5? C'est tellement années 80, une autre époque. Qu'est-ce que je voulais dire? Sauf erreur, il me semble que Fred des Toiles et des Poils m'avait proposé qu'on fasse un live spécial Les Contes de la Crypte, où voilà, on parlerait de nos épisodes préférés, des guests, tout ça. J'avais décliné parce que je les ai vus, mais il y a tellement longtemps, à l'époque en fait, je les ai vus quand c'est passé à la téloche quoi.
jamais revu depuis. Donc j'étais pas en mesure de faire un bon live. À chaque fois je dirais alors ça j'ai aucun souvenir, mais ça a l'air top. Voilà. Mais il faudrait que je me les refasse en fait. Et je me souviens d'un jour où j'avais vu l'intégrale des DVD chez Gilbert Joseph à Paris pour pas trop cher d'ailleurs, et je l'ai pas pris parce que je crois que j'avais pas la place, c'était volumineux par contre, et j'avais pas la place, j'avais des rendez-vous, je sais plus quoi, c'était il y a longtemps, et je pouvais pas m'encombrer de ce truc, et j'y suis retourné quelques jours plus tard, évidemment, il n'y était plus. Ah, bref. Donc, ouais, je peux pas te dire, en tout cas non, j'ai pas fait de rétrospective, et je peux pas te dire mon top 5 parce que je m'en souviens pas, enfin, j'ai pas 5 épisodes en tête, je sais plus combien il y a eu de saisons, mais je sais qu'il y en a eu beaucoup, donc, bref. Pour une question un peu étonnante, pourquoi tu habites Le Mans? Eh bien, alors j'habite pas Le Mans, hein, j'habite pas très très loin, une dizaine de minutes en voiture. Eh bien, avec ma chérie, on a choisi Le Mans pour plein de raisons. Moi, vraiment, ça me plaisait comme endroit. C'est pas trop loin de Paris, du coup, voilà, en 1 heure, t'es à Paris. Moi, j'ai quand même de la famille à Paris, tout ça, c'est quand même plus pratique. Et puis, ma chérie a de la famille pas loin du tout du Mans. Donc voilà. Et ouais, franchement, enfin, je trouve qu'on y est bien. Team Sebastian Bach ou Vince Neil, le dernier concert de Bach aux États-Unis, une voix toujours là. Ouais, bah, je suis bien jaloux. J'ai vu d'ailleurs qu'il a fait une apparition là, avant-hier, un truc comme ça, aux États-Unis lors d'un concert de Faster Pussycat. Ça avait l'air génial. Ils ont repris Bathroom Wall, je crois, ensemble. Non, Team Sebastian Bach, Vince Neil, non. Alors en solo, certainement pas, mais même au sein de Motley Crue, les chansons que j'adore de Motley Crue, c'est pas grâce au chant de Vince Neil. Hein. Vraiment pas. Même si j'aime bien, hein, surtout sur les premiers albums, j'aime bien, mais j'ai jamais adoré sa voix, j'ai jamais trouvé que c'était un grand chanteur. Alors que Sebastian Bach, c'est un des meilleurs chanteurs ever, tout genre confondu, que je connaisse, quoi, pour moi. Je revois les Bronson, le flingueur, l'enfer de la violence, une tuerie réalisable de nos jours. Je sais pas si, enfin si, en fait, j'allais dire, je sais pas si c'est irréalisable de nos jours, parce que finalement on a des films ultra bourrins, mais ils ne sont pas sérieux. Donc, contrairement, enfin, alors, le flingueur, enfin les Bronson de cette période-là, c'est sérieux sans l'être. Mais le film en lui-même est sérieux. Il y a rien qui est destiné à te faire sourire ou je sais pas quoi dans le film. Après, voilà. Mais c'est un peu vrai. C'est comme Invasion USA. Là, je sais plus avec qui je parlais de mon amour honteux pour Invasion USA avec Chuck Norris. C'est drôle. Enfin, tu te marres quand tu regardes, mais le film n'est pas censé être drôle. Enfin, voilà quoi. Donc, ouais, les Bronson, je me les étais quasiment tous refaits, enfin, pas tous les films de Charles Bronson, mais tous ces films de bourrin, là. Tous ces films à la, voilà, c'est les, genre Dirty Harry, tout ça, c'était les Death Wish 4 et tout, là, c'était absolument génial. J'ai beaucoup aimé, enfin, il y en a plein d'ailleurs que j'ai trouvé excellents, hein. Tu parles des chasses du comte Zaroff réalisées par Schoedsack ou Cooper. Je vois que certains décors de jungle ont été réutilisés pour leur film suivant King Kong, je l'ignorais complètement. Alors moi je parle de celui de Schoedsack, je ne sais pas si je prononce correctement, qui avait 2 nominations aux Oscars d'ailleurs à l'époque, et qui est, voilà pour moi, un chef-d'œuvre absolu du cinéma de cette période. As-tu déjà vu Cohen and Tate avec Roy Scheider et Adam Baldwin? Incroyable pour moi et complètement oublié. Je n'avais jamais vu ce film, ce qui est dingue, et j'ai même pas souvenir. C'est-à-dire que quand j'ai cherché sur Google, j'ai vu les jaquettes d'époque et tout, mais j'ai jamais vu ce truc en vidéoclub même. Donc je pense pas qu'on l'ait eu. Je sais pas, c'est passé à la téloche, j'en sais rien du tout. Du coup, je l'ai vu, et là, je dois te dire que j'ai pas aimé du tout. Je trouvais ça super mauvais. Mais franchement, il y a tellement de films que tout le monde trouve mauvais, et que moi j'adore que, voilà, ça ne veut rien dire, ça que je veux dire. Le fait que moi je trouve ça mauvais, ça veut pas dire que ça l'est. Mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment chiant, putain. Déjà, j'avais pas compris que c'était un road movie, c'est-à-dire que on va avoir en fait pour vous pitcher très rapidement, un gamin, mais alors vraiment petit, hein, enfin un enfant quoi, qui est protégé parce qu'il a été témoin d'un meurtre, enfin donc il est recherché par des mafieux pour évidemment parce que potentiellement il peut témoigner, enfin il va témoigner même, et qu'il faut le faire taire, tout ça. Donc bref, deux types vont être mandatés pour le trouver, le kidnapper et l'emmener, le livrer en fait aux méchants. Et moi je croyais que ça c'était l'histoire du début, enfin que ça résumait le début de l'intrigue. Et en réalité c'est tout le film. Tout le film, c'est ces 2 adultes et ce gamin dans la bagnole. Oh purée.
on dirait une pièce de théâtre. Donc je trouvais que c'était chiant, mais bon, c'est moi. Hein. Et le gamin est un peu ridicule. Alors il n'y a pas que lui, hein, parce que Adam Baldwin, il est vraiment pas bon. Rush Heider, je l'aime tellement, mais je trouve que ses répliques, c'est compliqué. Il n'y a pas grand chose à sauver pour moi. Peut-être la scène finale, vraiment, que je vais pas vous spoiler du coup, mais qui est très spectaculaire. Voilà, le dernier plan, je veux dire, vraiment. Le dernier plan, avec Rush Heider, ça j'ai bien kiffé le choix en fait. Voilà. Mais sinon, non, c'est vraiment pas bien écrit, c'est même pas, la réal est pas belle, enfin... Je ne sais pas. Donc non, je l'avais jamais vu par contre. Merci. Je suis toujours content de découvrir des trucs que j'ai pas vus, même quand j'adore pas. Hein. Quel est l'événement le plus traumatisant auquel tu es assisté? Alors je crois que j'en avais parlé dans un JDV il y a très longtemps, peut-être même un des tout premiers JDV. Mais il y a une dizaine d'années, au RER A, je sais plus quelle station, je crois que c'était les Halles, où j'attendais le RER pour aller à Nogent, parce qu'à l'époque j'habitais à Nogent, sur Marne. Devant moi il y avait une jeune femme, et au moment où le RER est arrivé, elle s'est jetée sous le... Ça me fait bizarre d'en reparler, elle s'est jetée sous le train, donc, moi j'étais tellement surpris, parce qu'elle était rentrée juste devant moi en fait, hein. Que j'ai cru qu'elle avait glissé, et au moment où je me suis penché pour essayer de la choper, j'ai compris qu'en fait non, elle bondissait, en fait, elle se jetait sous le train. Voilà, donc j'ai eu le réflexe de détourner la tête quand je l'ai vu vraiment à la seconde où ça a percuté, quoi. J'ai entendu tous les gens autour de nous se mettre à hurler, etc. Et voilà, je vous raconte pas les nuits qu'on suivit, enfin ça m'a grandement perturbé. Donc, et je pense qu'à ce jour, c'est l'événement le plus traumatisant auquel j'ai, malgré moi, assisté. Et d'ailleurs, depuis quand j'entends, quand on entend les messages sur les incidents voyageurs, les célèbres incidents voyageurs, où, voilà, où parfois c'est un mec qui vomit, mais parfois c'est des gens qui se jettent sur les rails. Et d'ailleurs, ouais, à l'époque, je crois que quelqu'un m'avait demandé, mais non, la personne n'a pas... De toute façon, il n'y avait pas d'éventualité autre que le décès vu les conditions. Sans citer de nom, y a-t-il vraiment d'autres youtubeurs qui sont de vrais amis? En as-tu rencontré en vrai? Je n'ai jamais rencontré aucun youtubeur avec qui j'ai sympathisé. Voilà. Non, j'ai jamais rencontré qui que ce soit. Alors... Y a-t-il vraiment d'autres youtubeurs qui sont de vrais amis? Des vrais amis, je crois que je vous en avais déjà parlé, pour moi l'amitié c'est un truc que je prends pas du tout à la légère, et c'est vraiment des personnes que tu peux appeler à 2 h du matin quand tu vas pas bien, on va dire. Là non, il y en a pas, enfin, donc des vrais amis, non, mais c'est normal, enfin, je trouve. Après, des gens qui sont devenus des amis, oui, enfin, complètement. Mais ils sont très peu, il y en a peut-être 3, tu vois. Ça, tu me dis sans citer de nom, donc je vais pas te les citer, mais il y en a 3-4 qui sont plus que des copains de YouTube, quoi. Ce qui est déjà beaucoup, quoi. Parce que moi, par contre, ouais, ne serait-ce que d'avoir des personnes que tu apprécies vraiment, et où c'est pas juste... Enfin, dont tu te fiches pas, tu vois, c'est-à-dire que voilà, moi si y a un problème ou s'ils vont pas bien, ça va sincèrement me faire de la peine et me faire chier, quoi. Voilà, là pour moi déjà, quand tu ressens ça, tu n'es plus dans les connaissances ou la camaraderie ou je sais pas quoi. Là, ça, oui, et ça il y en a. Mais pour ça, il faut beaucoup plus d'interaction. En fait, c'est aussi ça, hein, tout simplement. Je cherche depuis toujours l'épisode du show Pee-wee. Je cherche depuis toujours l'épisode du show Pee-wee's Playhouse. Ah oui, ok. Avec Dolly Parton, sans succès. Toi qui es fan des deux, tu peux sûrement m'aider. Oui, je peux t'aider. Tu ne le trouves pas parce que ce n'est pas... Mais il y a plein de gens qui font erreur. Ce n'est pas un épisode de Pee-wee's Playhouse, donc le célèbre show télé qu'a fait Pee-wee dans les années 80. Il s'agit en réalité d'un sketch qui est passé dans le show de Dolly Parton, parce que en 87, me semble-t-il, Dolly Parton a eu sur ABC, je crois, un show. Donc il y a eu pas mal de numéros. Et elle avait des invités, il y avait des séquences, enfin voilà. Et Pee-wee Herman étant une méga star à cette époque-là, elle a fait un sketch avec Pee-wee Herman où elle lui rendait visite dans la Playhouse. Et c'était comme un épisode de Pee-wee's Playhouse, mais en réalité c'était tourné pour le show de Dolly Parton. Donc voilà, donc si tu cherches du côté de Pee-wee, tu le trouveras pas en fait. Mais si tu cherches du côté de Dolly Parton, tu peux le trouver. Et tu le trouveras même d'ailleurs sur YouTube. Et d'ailleurs j'ai vu il y a 2 jours,
que une des bicyclettes du film Pee-wee's Big Adventure là, a été vendue aux enchères, tenez-vous bien, un peu moins de 150 000 $. Impressionnant, impressionnant, sachant que la mise à prix était de 30 000 $, ce qui est déjà correct. Et d'ailleurs, j'ai appris en voyant cet article que ils en avaient fabriqué 12 identiques pour le tournage du film. Combien ont été détruites, combien ont été sont exposées, parce que je sais qu'il y a des endroits aux États-Unis notamment où il y en a qui sont exposés. Et puis combien de particuliers ont eu les moyens d'en acheter, enfin d'en récupérer, je ne sais pas. Avec ta femme, quelles sont vos passions communes? Musique, film, série? Presque... Alors, enfin presque tout, c'est un peu réducteur. Il y a quand même des choses qui nous... où c'est ses passions, et d'autres c'est les miennes. Mais la musique, les séries et les films, ce sont des passions qu'on a totalement en commun. Après, il va y avoir des artistes que moi j'adore et elle non, que elle adore et moi non. Mais et encore, enfin pareil pour les films, les séries, mais sincèrement, sans exagérer, 90% de ce que l'un et l'autre on adore en musique par exemple, bah, c'est les mêmes choses. On est deux à les adorer, c'est ça que je veux dire. Et films, séries, non, franchement, je suis peut-être un peu plus obsédé par les films qu'elle, mais ouais, peut-être. Voilà. Est-ce que tu as lu un peu d'Edgar Allan Poe et que penses-tu de l'adaptation très libre de La Chute de la Maison Usher sur Netflix? Je me suis régalé. Alors je suis allé chercher parce que as-tu lu un peu d'Edgar Allan Poe? Mais j'ai lu tout Edgar Poe. Ouais, je te le prouve. Ça c'est la vieille édition bouquin. Tu peux tuer quelqu'un avec ça, je pense. Hein, tranquille. Que j'avais acheté quand j'avais 17 ans, un truc comme ça. Et qui est encore en bon état. Hein, et tu as donc tout. Absolument tout. C'est assez impressionnant. Je ne sais même pas combien de milliers de pages il y a. Et ça, j'en avais parlé aussi plusieurs fois parce que pour moi, c'est vraiment de très très loin la meilleure biographie de Poe qui a jamais été écrite. Elle est de George Walter et elle a été à une époque, je crois qu'on la trouve encore d'occasion, traduite en français et publiée chez Flammarion. Si vous voulez vraiment tout savoir et voilà, enfin, comment dire, de manière vraiment sérieuse sur la vie d'Edgar Poe et sa personnalité, tout ça, je vous le recommande. Alors comme moi j'adore, oui, puis alors je te passe tous les jouets que j'ai à la con, figurine juste ici. En fait, si tu regardes mon tour du bureau là, avec mes conneries où je monte tous les jouets et les machins, tu verras que j'ai pas mal de figurines d'Edgar Poe. C'est un personnage qui me... C'est un peu comme Lovecraft, hein, ça fait partie de mes auteurs préférés, tout genre confondu, je veux dire. Donc j'adore Edgar Poe, et peut-être même un peu trop, parce que là j'enchaîne sur la deuxième partie de ta question, La Chute de la Maison Usher. Moi je trouvais ça à chier, quoi. Voilà. Comme tu dis, alors, à chier parce que c'est très libre, comme tu dis. Là où plein de gens se sont régalés, j'ai l'impression, parce que c'est une série qui a eu de bonnes critiques, de mémoire. Moi, ça m'a fait chier, parce que moi, je voulais voir un truc ultra fidèle. Donc, bref. Et donc, j'étais très frustré. Mais c'est une question d'envie. Parfois, t'es curieux de voir un truc, justement, qui prend énormément de liberté. Et parfois, ton rêve, c'est de voir une adaptation ultra rigoureuse, fidèle, belle, etc., quoi, de l'œuvre. Et là... alors... je fais une petite exception quand même, une petite exception sur le premier épisode que j'ai adoré et qui a des scènes, notamment visuellement, d'une beauté à couper le souffle. Le premier épisode de La Chute de la Maison Usher, excellent. C'est par la suite que j'ai décroché. Est-ce que tu te souviens de Téléchat? Je ne sais toujours pas si ça me faisait peur ou si j'étais fasciné. C'était bien chelou. Et ben moi, je suis exactement dans ton cas. Moi, je sais, hein, si, ça me faisait peur. Mais j'étais fasciné aussi. Par contre, j'aimais pas. Ça me foutait le blues. Mais rien que le générique, il me foutait le blues. Mais j'avais vraiment, hein, mettait le moral en miettes. Je ne sais pas pourquoi. Ça se trouve, on est des millions d'enfants à qui ça faisait ça. Non, j'aimais pas. Je trouvais que c'était chelou. Comme tu dis, c'était chelou. Mais même la voix du chat. C'était Lola, je crois, elle s'appelait, espèce d'autruche, là, putain, c'était malaisant. J'allais dire malsain, carrément, tu vois. Ah, j'aimais pas, je trouvais que visuellement, c'était moche. Et il y avait un côté menaçant. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je trouvais que c'était vraiment l'anti-Casimir, quoi. Bref. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes, enfin pour les plus vieux d'entre vous, si vous êtes de la génération qui a été traumatisée, ou au contraire que vous voyez pas du tout de quoi on parle et que vous dites bah non c'était trop bien Téléchat, c'était trop mignon et tout machin, je ne sais pas. Bientôt 100 JDV, c'est vrai. As-tu réfléchi à faire un truc spécial où tu t'en tapes?
Je m'en tape complet, mais je m'en tape complet, je suis très content, je trouve ça complètement dingue. 100, c'est ouf. C'est surtout 100 qui sont regardés. Un truc spécial, ouais, j'essaierai peut-être de faire un petit truc spécial, mais faut que ça reste un JDV normal, donc je vais voir, je sais pas. Si j'ai une idée, ouais, je ferai peut-être un truc un peu spécial. J'en ai encore 20 à tourner, enfin ouais, un peu moins à tourner avant quand même. En tant que fan de Stephen King, es-tu hypé par la prochaine sortie de Marche ou crève? Penses-tu que Chantier pourrait être un bon projet? Je trouve ce bouquin injustement oublié dans l'œuvre de King. Je suis tellement d'accord avec toi, j'adore Chantier, que j'ai d'ailleurs en grand format par ici. Je crois qu'il est derrière le Frisbee d'époque. Et ouais, ça ferait un super film, Chantier, enfin, entre de bonnes mains, hein, évidemment. Alors écoute, Marche ou crève, j'ai vu la bande-annonce qui m'a ni déçu, ni rassuré. Je sais pas comment dire. Après, j'aime tellement le livre. Et c'est un livre, je trouve, enfin, Marche ou crève, qui est ultra efficace de par le ton et le fait que c'est un livre, le fait que tu lis, c'est-à-dire que quelqu'un te raconte, enfin, je sais pas, en film, enfin, sur un écran où tu regardes comme ça, tu perds forcément quelque chose. Du coup, tu peux contrebalancer, parce que tu perds quelque chose, mais tu peux aussi, enfin, tu gagnes plein de choses par la réalisation visuelle et tout, quoi. Donc, j'attends de voir, mais je suis très 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 curieux, parce que je pense pas que ce sera nul, quand même, mais je suis pas certain que ce sera génial, j'attends de voir. Mais ça m'intrigue pas mal, hein, donc oui, je peux dire que hypé, oui. Je viens tout juste de voir Moon Garden, film de 2022, ce film m'a vraiment plu par ses décors somptueux, une impression de voyager dans un cauchemar. L'actrice principale, qui est une gamine, est juste parfaite dans son rôle. Curieux d'avoir ton avis. J'avais vu effectivement ce film sans doute il y a 3 ans, donc à l'époque. Tu passes, ouais, c'est le deuxième film de Ryan Stevens Harris. Enfin, je sais pas si j'en ai parlé en vidéo. Est-ce que je faisais les chroniques express, là, un truc comme ça à l'époque? C'est possible. Mais oui, moi ça m'avait beaucoup plu, c'était ultra chelou. Et ouais, et la gamine était excellente. Faudrait que je vois d'ailleurs ce qu'elle est devenue, cette actrice. As-tu déjà vu l'étrange film de Peter Weir, The Last Wave? Oui, mais j'ai pas du tout aimé. Vraiment, hein, c'était long, avec ces espèces d'histoires de trucs vaudous et d'apocalypse et de machin. Il y a une bonne idée, enfin en fait au début c'est bien. Et après ça s'enlise et ça traîne, trop de blabla. Aïe aïe aïe, et un final assez décevant, je le trouve. Hein. Bon. As-tu vu le film coréen de 2015 Office, réalisé par Hong Wang-chan? C'est un film sur les conditions de travail dans les grandes entreprises de Corée du Sud et le sujet est traité sur un mode fantastique horreur. J'en avais entendu parler mais je ne l'avais pas vu, du coup je l'ai récupéré suite à ta question et je vais le regarder. Merci à toi pour tes recommandations et merci à ta communauté qui te propose des films à voir ou des artistes à écouter. Ça m'arrive souvent de découvrir des films ou des artistes grâce aux suggestions de tes abonnés. C'était ouais, pas vraiment une question, mais je l'ai noté celle-ci parce que finalement c'est quelqu'un qui vous remercie, tout simplement quoi. Je trouvais ça très 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 cool. Enfin, pour moi c'est une des qualités du JDV, c'est qu'il y a vraiment un échange complet quoi. Que penses-tu si tu connais, dans le cas contraire, je te le conseille, du film Quem puede matar un niño de Chico Ibáñez Serrador, désolé si j'écorche son nom, Les Révoltés de l'an 2000 en VF. Écoute, pareil, je l'ai rechopé, en fait je l'avais vu celui-là, je l'avais vu mais il y a tellement longtemps que voilà, et du coup je l'ai repris, donc je vais me le remettre et, voilà, et je te ferai mon retour. J'en ai un bon enfin là, quand j'ai revu la jaquette, tout ça, je m'en souviens un peu. Et de mémoire, j'avais bien kiffé. Donc, à voir si ce sera confirmé au revisionnage, genre 30 ans plus tard. As-tu déjà vu le teen movie Is All That, traduit en français par Il est trop bien? J'ai eu l'occasion de le visionner. Et honte à moi, je me suis surpris à le trouver plaisant au point de le voir 3 fois. Oh la vache! Ah non, c'est plus que plaisant, là. Alors que ça ne vole pas bien haut, c'est surtout le personnage de Cameron Queller, joué par Tanner Buchanan, je connais pas du tout cet acteur, qui m'a bien plu pour son côté marginal asocial. Je n'ai jamais entendu parler de ce film, je suis allé voir ce que c'était, j'ai vu qu'il est sur Netflix, je crois, je sais plus. Moi ça me fait très peur. Rien que l'affiche, je me suis dit mais non, non, ça, je pense pas que ça... Non. Parmi les 3 membres historiques des Beatles, y en a-t-il un qui a eu une carrière solo,
Attends, y en a-t-il un qui a eu une carrière solo qui t'est le plus touché? Si oui, lequel? Alors, sans mot d'un doute, je peux répondre Paul McCartney, parce que je suis pas sensible aux chansons de John Lennon. Voilà, je l'étais pas, et ça n'a pas changé, et les autres, pas plus. Alors que Paul McCartney, dans sa carrière solo, il y a des chansons et des albums absolument magnifiques. Et il y avait notamment cet album qui s'appelait New, un truc comme ça. Wow, mais quelle baffe! Et celui-là, je l'ai carrément écouté plein de fois. Il a quoi, 5 ans maintenant, 6 ans, je sais plus. Ça se trouve plus, hein. Mais il y a des chansons, c'est fabuleux, fabuleux. Et même dans les années 80-90, tout ça, il y avait il a fait des trucs que j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment clairement Paul McCartney. As-tu déjà écouté Mike Oldfield, artiste inclassable, en citant par exemple son morceau Taurus 2? Oui, j'ai déjà écouté, pardon, Mike Oldfield. Par contre, je n'ai jamais adoré. Assez inclassable, effectivement. Il y a un ou deux trucs parmi les plus célèbres que j'aime bien, mais pas au point de, tu vois, je suis pas fan. Quand remonte la dernière fois où tu as fait la course jusqu'au prochain lampadaire avec le bus? Un truc que j'ai jamais fait, j'ai réalisé en lisant ta question. Ouais, c'est triste. T'as des trucs que t'as pas fait. Ça, c'est faire une liste avant de crever, quoi. Aimes-tu Cypress Hill, Run DMC et Beastie Boys? Alors, Beastie Boys et Run DMC, j'adore. C'est pas que j'aime, j'adore. J'en ai parlé plein de fois. C'est d'ailleurs mon premier concert de rap. Alors, excuse-moi, parce que je sais que j'ai toujours le billet. C'est que j'ai une bonne cinquantaine de vieux billets de concert que j'ai dans une enveloppe. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus. Et ouais, voilà. C'était au Grand Rex. Putain. 105 francs en mai 87. Run DMC avec en première partie les Beastie Boys. C'était Skyrock. Putain, incroyable. Alors, est-ce que si je vous l'approche... Ah bah ouais, ça va, c'est convenable. On voit à peu près. Et putain, ce concert de dingue, mais de dingue, c'était génialissime, je m'en souviens tellement bien. Voilà, donc les Beastie Boys, c'était les gamins, donc hein, on était, c'était l'époque Fight for Your Rights to Party, etc. Mais c'était une dinguerie, et Run DMC, adoré. Cypress Hill, j'ai jamais accroché, bizarrement. Mais je connais bien, mais non, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, c'est les sons, je kiffe pas trop les sons. As-tu lu cet incroyable livre de science-fiction Le Monde Vert de Brian Aldiss? Ouais, je l'ai lu, mais alors il y a très longtemps quand j'étais ado, et ça m'avait vachement marqué quand même. Il y a assez peu de livres de science-fiction d'ailleurs que j'ai lu déjà tout court, mais celui-ci, je crois que c'est ma mère qui me l'avait recommandé. Aimes-tu le romancier Clive Barker? Non. J'ai vraiment, pourtant j'en ai lu pas mal, hein. Je suis vraiment pas impressionné par sa prose, je trouve pas, même les histoires, à part Hellraiser et les nouvelles du livre 200, j'avais bien aimé. J'ai quand même pas mal, j'ai quelques livres, hein. J'ai Hellraiser en plusieurs éditions, et j'ai les recueils, livre 200 en poche de l'époque, et j'ai lu aussi un ou deux autres très gros romans. J'avais lu Cabal aussi, enfin, mais à chaque fois je comprends que tout en ayant eu son petit succès, quoi, il n'est jamais explosé. Moi je me souviens des débuts de Clive Barker, les gens disaient c'est le prochain Stephen King. Voilà, ça n'a pas du tout été le cas, quoi, mais alors du tout. Après le pauvre, il y a aussi la maladie, enfin bon, ça c'est encore un autre problème, puis c'est arrivé bien plus tard. Connais-tu le film King of the Ants de Stuart Gordon? Il date de 2003, d'après un polar disponible en français. On y voit George Wendt, récemment décédé, et celui qui joue Bennett dans Commando aussi. Ouais, je connais ce film, mais j'avoue que je l'adore pas, hein. Enfin, il a du charme, mais je le trouve pas très beau, etc. Non, je peux pas dire que ce soit... je l'ai pas, par exemple. Alors que de Gordon, j'ai et j'adore From Beyond, j'en ai parlé déjà sur ma chaîne de From Beyond. Pour moi, à ce jour, c'est l'adaptation, donc assez libre, hein, de Lovecraft que je préfère. Et Stuck, alors Stuck c'est beaucoup plus récent, et j'adore ce film. Si vous n'avez pas vu Stuck, putain, une tuerie, je l'ai en DVD quelque part d'ailleurs aussi. Es-tu plus SAS ou San Antonio? Aucun des deux. Je déteste, enfin je déteste, oui, c'est non, j'ai jamais lu du tout. Alors que par contre, je lisais les novélisations de Rambo, de Over the Top, enfin j'ai plein de bouquins comme ça, là. Ça se faisait à l'époque des années 80. Et donc voilà, je dis pas ça parce que c'est pas assez bien pour moi. C'est juste que les thématiques SAS et San Antonio, ça m'intéressait pas du tout. Aurais-tu aimé être au festival de Woodstock en 69? Non.
Je suis peut-être le seul con qui répond non à cette question. Non, parce que bah il n'y a pas d'artiste dont j'étais fan, enfin dont je sois fan vraiment dans le line-up. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de grands artistes, mais il n'y en a aucun où j'aurais adoré voir, quoi. Connais-tu le multi-artiste Frédéric Jacques Ossang? Il est poète romancier, réalisateur, ou encore le chanteur de groupe punk indus MKB, je sais pas comment on MKB, j'imagine. Il a également fait un essai consacré à William Burroughs. Alors non, je connais pas du tout. Ça y est, c'est les questions de la honte. J'en ai toujours quelques-unes dans mes JDV. On me parle de trucs et je réponds que je suis nul à chier, que je connais pas. Non, j'ai même jamais entendu parler. Hein. Frédéric Jacques Ossang, je connais pas du tout. Connais-tu le groupe nord-irlandais The Divine Comedy et son chanteur Neil Hannon? Tu as peut-être entendu le titre Man and Norma sur les ondes radiophoniques en 2019-2020. Oui, en effet, je connais le groupe The Divine Comedy. Voilà, je suis pas fan, mais je connais et je connais. Alors, la chanson que tu cites, oui, mais j'en connais même une ou deux autres, mais j'ai pas les titres en tête. J'ai jamais été fan, hein, mais il y a une époque quand même, ça passait. Enfin, en tout cas, moi, j'en entendais parler et j'entendais. Je crois que je vais avoir un ami qui était fan. As-tu déjà vu le formidable Leto de Kirill Serebrennikov, pardon si j'écorche, qui parle du mouvement rock dans la Russie du début des années 80? Non, j'arrive pas à comprendre si c'est un docu du coup, ou un film, romancé je veux dire. Faudrait que j'aille voir. Je vais me noter, je vais aller voir ce que c'est ça. En balado des années 80, tu as sûrement vu passer les illustrations de Patrick Nagel avec son style graphique très épuré et apparenté à l'art déco que l'on voyait dans de nombreux médias de ces années-là. J'adorais son travail qui a inspiré beaucoup mes propres dessins. Je voulais ton avis sur cet illustrateur qui a marqué ma jeunesse au fer rouge. J'adore son style, ses œuvres. Je crois que comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai découvert avec la pochette de Rio, l'album de Duran Duran. Ensuite, les publicités, il y avait des illustrations pour certains produits aux États-Unis. Et puis les affiches, même les affiches d'art, enfin, c'était imprimé en fait. On pouvait les acheter en magasin aux États-Unis et du coup, les gens les mettaient sous verre. Et du coup, ça fait beaucoup de fois du coup là. En conséquence de quoi? Dans certains films des années 80, on voit dans des salons, derrière les canapés, tout ça, des affiches de Patrick Nagel sous verre. Ouais, j'étais extrêmement fan de son style qui a été ultra copié, mais fait copier, comment dire, c'est des hommages en fait. C'est-à-dire que les copieurs ne font pas semblant de... Non, je vois pas du tout le rapport. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un mec qui fait des œuvres dans ce style et qui est super doué. Mais super doué, c'est vraiment à t'y tromper quoi. Pourrais-tu nous faire un post qui regrouperait tous tes top albums variété, new wave, metal et autres qui sont éparpillés dans des dizaines de vlogs? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, je vais faire une petite vidéo comme ça. Ça passionnera pas tout le monde, mais j'essaie de faire ça cet été. Parmi ces 5 chansons qui avaient cartonné au moins aux USA entre 90 et 92, oh putain c'est précis, quel est ton classement hiérarchique personnel de celle que tu aimes le moins à celle que tu préfères? Alors, I Touch Myself de Divin Hills, Joey de Concrete Blonde, Life is a Highway, Tom Cochrane, Runaway Train de Soul Asylum, Joyride de Roxette. De celles que j'aime le moins, j'aime pas du tout I Touch Myself, vraiment, ça me sort par les oreilles, de Divin Hills, donc je mettrais ça en dernier. Ensuite je mettrais Joey de Concrete Blonde. J'aime beaucoup Roxette sur le premier album, Look Sharp, je crois, que j'ai quelque part d'ailleurs. Mais par la suite, j'ai un peu décroché, je trouvais que c'était vachement bof. Joyride, c'est très sympa, mais c'est pas... Ils ont fait bien mieux, je veux dire, par ailleurs. Ouais, je mettrais ça en troisième, et Life is a Highway de Tom Cochrane, c'est pas forcément mon style de musique, mais je trouve la chanson magnifique. Et Runaway Train de Soul Asylum en premier, parce que là, je trouve ça, j'adore. Tout simplement. Voilà, c'était la dernière question sélectionnée pour ce JTV. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.